Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je suis Cédric Formand, le directeur général de Thésaurus. Je suis très heureux, malgré la réouverture des cafés et des restaurants, de vous trouver aussi nombreux ce soir avec nous. Un grand merci pour votre présence. C'est bien entendu un gage et un signe de confiance et de reconnaissance de la qualité du soin que nous apportons à ces rencontres. Beaucoup d'entre vous connaissent bien Thésaurus. Pour ceux qui nous découvrent très brièvement, Thésaurus, c'est une société de conseil en gestion privée qui existe aujourd'hui depuis 25 ans et qui est présente dans la plupart des grandes villes françaises. Nous accompagnons nos clients, en particulier ou chefs d'entreprise, dans le développement de leur stratégie patrimoniale en apportant des conseils sur mesure et des solutions de placement immobilier financier. Hélas, la situation sanitaire ne nous permet pas encore de nous retrouver sans caméra interposée, mais nous espérons le plus rapidement possible, et dès la rentrée, de pouvoir vous retrouver dans des conférences que nous organisions auparavant dans nos bureaux d'Aix-en-Provence et de Paris, et car, bien entendu, rien, vous le savez, ne remplace la présence physique. Le format en visioconférence vous permet malgré tout de poser vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas, vous trouverez en bas de votre écran un petit bouton chat qui vous permet de nous poser en temps réel des questions que vous souhaitez. Nous essayerons d'y répondre en fin de séance. Sans plus tarder, donc, je laisse la parole à Laurence Deschaux, qui est notre responsable des investissements immobiliers chez Thésaurus. Un mot très rapide donc pour vous présenter nos deux intervenants de ce soir. Donc, tout d'abord, Olivier Bernada, directeur du développement du groupe Consulteam. Consulteam, donc un partenaire historique de Thésaurus, puisque j'ai revérifié, ça fait maintenant 21 ans que nous travaillons ensemble. Donc, une relation de confiance qui s'est installée au cours de toutes ces années. Et nous avons toujours un grand plaisir à travailler avec Consulteam, des équipes qui sont toujours très professionnelles, très réactives et qui ont notamment une très bonne capacité à analyser le marché, les évolutions et à anticiper, ce qui est quand même particulièrement important dans ces périodes un petit peu compliquées. Et notre deuxième intervenant, Nicolas Bouzou, que vous connaissez probablement tous, économiste, essayiste de renom, que vous retrouvez régulièrement dans les médias. Nous sommes très heureux de l'accueillir pour la deuxième fois. On le remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer encore une fois cette conférence avec Olivier Bernada. Nicolas, dont les analyses sont toujours particulièrement attendues. Donc, je ne développe pas plus. Olivier, je te laisse la parole pour démarrer la conférence. Eh bien, merci à Thésaurus pour l'invitation et l'organisation de ce bel événement. Et encore merci à Nicolas de nous honorer sa présence ce soir. Ma première question, Nicolas, les bonnes nouvelles semblent s'accumuler. Les terrasses sont de nouveau quasiment pleines. La bourse est au plus haut, la vaccination s'accélère. Selon vous, est-ce qu'on peut réellement parler d'une sortie de crise, que ce soit sur le plan sanitaire et économique? Et qu'est-ce que nous disent, je dirais, les grands indicateurs sur ce point-là? Alors, déjà, les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une sortie de crise économique parce qu'il y a une sortie de crise sanitaire, en tout cas une amélioration sur le front sanitaire dans beaucoup de pays, qui est liée à trois éléments. Le premier élément, c'est les mesures de restriction qui ont été prises ces derniers mois. Le deuxième élément, c'est les vaccins. Et le troisième élément, c'est un élément qu'on ne connaît pas bien, en fait. Peut-être un élément climatique, notamment en France, mais quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça veut dire que la situation économique, elle s'améliore. Je vais y revenir. Elle s'améliore même très rapidement. On pourrait presque même dire brutalement, qui est quelque chose d'ailleurs qu'on avait anticipé. On en avait déjà parlé. On savait que le rebond serait brutal, mais il se confirme qu'il est brutal. Mais
il est toujours suspendu à la situation sanitaire. Donc, il faut vraiment toujours mettre en garde nos concitoyens sur ce sujet. On a une arme absolument merveilleuse qui va nous sortir de la crise, c'est les vaccins. Ces vaccins sont d'une efficacité tout à fait exceptionnelle, remarquable, mais je voudrais quand même faire remarquer 2 choses. Première chose, la campagne vaccinale en France a mis du temps à bien démarrer. Aujourd'hui, elle est exemplaire, elle est remarquable, mais elle a mis 5 mois à être exemplaire et remarquable. Donc c'est très bien, c'est vraiment formidable. Les vaccinodromes fonctionnent parfaitement bien. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe dans notre pays. Simplement, il faut quand même avoir en tête que même si on vaccine 500 000, 600 000 personnes par jour, qui est un rythme formidable, c'est très difficile d'aller au-dessus. 1% de la population par jour, c'est ce que font les États-Unis les jours où ils vaccinent le plus. Donc on ne peut pas faire beaucoup plus, mais il faut bien avoir conscience du fait que, alors même qu'on va très vite, nous n'avons injecté une première dose que dans les bras de 30% de nos concitoyens. Donc vous en avez encore 70% qui n'ont reçu aucune dose et 85% qui n'ont reçu qu'une seule, soit 0, soit une dose, mais en tout cas pas les 2 doses. Sachant que ce que nous montrent les études épidémiologiques, c'est que si les vaccins sont efficaces contre tous les variants, il s'avère que pour certains variants, notamment pour le variant indien qui commence à circuler beaucoup, la première dose protège assez peu. C'est le processus complet de vaccination qui protège, ce qui n'était pas le cas avec ce qu'on appelait le variant anglais. Là, les premières doses protégeaient bien. Là, il faut vraiment attendre d'être complètement vacciné. Donc, vous voyez, il faut faire attention. On est dans une situation qui s'améliore, mais il faut quand même être un peu précautionneux. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne suis ni médecin ni épidémiologiste, je suis économiste. Mais je vous dis ça parce que la situation économique, elle dépend directement en fait de ces facteurs sanitaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois que j'ai bien souligné ce prérequis et que j'ai fait cette mise en garde, Olivier, tu as tout à fait raison de rappeler que la situation s'améliore, les terrasses sont remplies, globalement, les indices de confiance sont bons. On en a eu plusieurs de la Commission européenne, de l'INSEE. Si je veux brosser un peu la conjoncture à grands traits, je dirais que la conjoncture industrielle est très bien orientée, mais la production industrielle va bien de toute façon dans le monde. On est sur des niveaux de production industrielle élevés. Le secteur du BTP, donc le bâtiment et les travaux publics, ça va plutôt bien aussi. Mais ce qui est très intéressant, et là on l'a vu hier avec les indices de confiance de l'INSEE pour le mois de mai, c'est que, alors même que les magasins viennent de rouvrir et qu'on on pratique quand même encore des jauges qui sont relativement strictes, l'indice de confiance dans le commerce de détail est très bien orienté. Et il est même supérieur à son niveau de long terme. En général, c'est la référence que les économistes utilisent, c'est quand on regarde les soldes d'opinion, c'est quelle est leur moyenne sur 10 ans. Et là, en fait, on est au-dessus de ce niveau de long terme. Alors, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, comme tu le disais, en prenant l'exemple des terrasses de café, mais ça veut dire plus globalement que la consommation est élevée. Mais ça veut dire aussi que les détaillants, les commerçants s'attendent à ce que ça continue. Et en effet, il est tout à fait possible que ça continue. Si je reste un instant sur ce sujet de la consommation, le pouvoir d'achat des ménages en France a été bien protégé en moyenne, pas pour tout le monde, bien évidemment. Il a été stable. Si on le rapporte au nombre de ménages en 2020, il a été stable grâce aux mesures de protection de l'économie, notamment à l'activité partielle. Alors là encore, je prends toujours beaucoup de précautions quand je dis ça, parce que vous avez des gens qui ont subi des pertes de revenus importantes, certaines professions libérales, des micro-entrepreneurs, les étudiants aussi. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres de la pauvreté qui ont beaucoup augmenté. Donc, tout ceci est vrai, bien évidemment, mais en moyenne, on a protégé le pouvoir d'achat des ménages. Et comme la consommation, elle a baissé, vous avez ce fameux surplus d'épargne que l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, a chiffré à 160 milliards d'euros. 160 milliards d'euros d'épargne de précaution, mais surtout d'épargne forcée. Donc, l'épargne forcée, c'est l'épargne qui est constituée parce que beaucoup de magasins étaient fermés. Les revenus sont stables, les magasins sont fermés. Du coup, vous avez de l'épargne financière qui monte toute seule.
Et moi, je n'achète pas trop l'idée d'une épargne de précaution qui resterait comme ça parce que les gens seraient inquiets. Bon, oui, les gens sont inquiets. Oui, le chômage augmente un peu. Oui, on en reparlera. On va avoir des faillites. Je ne pense pas beaucoup. En fait, je pense que les faillites qu'on va avoir, ça va être un effet de rattrapage. C'est-à-dire que c'est les faillites qui devaient avoir lieu en 2020, indépendamment de la crise de la Covid-19, et qui n'ont pas eu lieu parce que les entreprises ont pris des PGE, parce que elles ont mis tout le monde en chômage partiel, donc la masse salariale a baissé, parce que aussi les tribunaux de commerce étaient fermés, bon, enfin une partie de l'année, ou en tout cas avec une activité ralentie. Donc ça, on va avoir cet effet de rattrapage, mais je ne m'attends pas à une explosion des faillites. Donc, je ne crois pas trop à ce phénomène d'épargne de précaution. Il peut y en avoir un peu, mais je ne pense pas que ce soit massif. Je pense que l'épargne, les 160 milliards d'euros, c'était de l'épargne forcée, et donc elle va être dépensée aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu me permets, Olivier, je conclue là-dessus sur ta première question, mais vous avez peut-être entendu parler d'un phénomène que l'on appelle le revenge spending. C'est cette idée, au fond, selon laquelle on va être un peu agressif dans nos comportements de consommation parce qu'on a envie, quoi. Il y a un phénomène psychologique après cette crise. Et c'est quelque chose qu'on observe historiquement après les crises, après les épidémies, après les guerres, quand il s'agit de phénomènes très graves. Mais là, ce qu'on a traversé et ce dont j'espère on est en train de sortir est un phénomène très grave. À l'échelle de l'histoire, ça restera comme une crise absolument majeure, terrible, qui n'a pas été surestimée, contrairement à ce que je lis parfois dans la presse, là, des analyses un peu rapides qui disent « Oh là là, on en a fait trop ». Non, on n'en a pas fait trop, on n'en a pas fait assez en réalité, et on l'a plutôt sous-estimé. On commence à avoir tout un tas de données démographiques dans le monde qui montrent que la mortalité a été complètement sous-estimée, l'impact des Covid longs, il est encore complètement sous-estimé, donc non, c'est crise extrêmement grave dont on est, j'espère, en train de sortir. Et donc, après ce type de crise, il y a des phénomènes psychologiques donc de revanche. C'est ça le revenge spending. Et donc, c'est un peu le phénomène des terrasses de café dont tu parlais, qui va sans doute de pair avec un phénomène que moi j'ai qualifié de revenge socialization. C'est-à-dire, Thésaurius, dans l'introduction, en fait, il y avait cette idée que là, c'était très sympa de faire ça ce soir, mais ce serait quand même mieux, ce sera quand même mieux quand on pourra le faire en vrai. Mais je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, mais moi, ce besoin de socialisation, je le ressens très fort. Alors, non seulement moi, mais toutes les rencontres, là, puisque la vie reprend un peu, auxquelles je participe depuis 15 jours, on sent que c'est quand même différent. Voilà. On sent qu'on a quand même envie d'être, et même vous voyez bien au bureau, enfin, on a envie d'être ensemble, peut-être plus longtemps. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Toute la question, en fait, et là, je m'arrête vraiment pour cette première question, Olivier, t'inquiète pas, mais toute la question et toute l'analyse économique qu'on doit faire, c'est dans cette crise, qu'est-ce qui a changé durablement? C'est ce que les économistes appellent les effets d'hystérèse. C'est-à-dire, on reçoit un choc très fort, un choc psychologique extrêmement fort. Quelle est la part de l'économie qui va revenir à la normale? Il y aura une part de l'économie qui va revenir à la normale, bien évidemment. Et quelle est la part de l'économie qui change durablement de trajectoire? Voilà, c'est ça vraiment l'exercice que l'on doit faire. Et moi, pour vous donner ma réponse, alors évidemment, c'est très difficile à dire parce que ce sont des intuitions ou ça se base sur des analyses historiques. On ne peut jamais deviner le futur, mais mon intuition, c'est que comme le choc a été extrêmement fort, je pense que la déviation est relativement conséquente. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment des choses qui changent durablement avec cette crise et c'est tout ça ce qu'on doit analyser. Merci Nicolas pour la réponse à cette première question. Pour clôturer un peu sur le sujet de cette sortie de crise, et c'est une question difficile que je vais te poser, donc je ne te demande pas nécessairement d'avoir les réponses les plus certaines sur le sujet, mais je pense que ça intéresse tout le monde d'avoir ton éclairage. On voit que tout le monde souffle aujourd'hui. On nous a annoncé quand même un certain chaos, notamment économique. Alors effectivement, les difficultés économiques, tu les as évoquées. On est loin d'être dans le chaos que certains annonçaient auparavant. Somme toute, selon toi, quels sont les risques aujourd'hui de prochaines vagues de ce virus qu'on connaît encore finalement assez mal? Et s'il y a de nouvelles vagues, est-ce qu'on sera reconfiné? Est-ce que c'est des mesures qui seront de nouveau acceptables par la population? Comment tu vois ça? Et comment nous sommes préparés à ces potentielles nouvelles vagues?
Je pense qu'il peut y avoir encore des mesures de restriction, mais je pense qu'on ne sera plus jamais reconfiné parce qu'on a beaucoup d'armes aujourd'hui. Même si on connaît moins bien le virus, on sait certaines choses. On sait par exemple qu'il est on sait qu'on connaît les mécanismes de transmission, hein. On sait que grosso modo, c'est soit on se crache dessus, soit c'est des aérosols. Donc c'est très important parce que ça veut dire que l'aération, par exemple, les courants d'air, bah, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc ça, on ne le savait pas il y a un an. On sait que les masques, alors j'en suis désolé, hein, c'est très pénible, mais les masques, ça marche formidablement bien. Donc, bon, voilà, donc on sait qu'on a ces armes-là. Et puis, ce que je voudrais dire aussi par rapport au vaccin, parce que je trouve que je travaille depuis 10 ans, je consacre une grande partie de mon temps à l'économie de la santé, c'est que ces fameux vaccins dits à ARN messager, qui sont des révolutions thérapeutiques absolument extraordinaires, ce sont des vaccins qui non seulement sont très efficaces, mais qui sont très facilement reprogrammables. Parce qu'en fait, c'est du numérique. Enfin, si je schématise un peu, c'est un mélange de biologie, de chimie et de numérique. Les vaccins à l'ancienne, ce sont des cultures de virus. Donc, c'est long, c'est compliqué, c'est fragile. Pour ceux d'entre vous qui se sont fait vacciner avec un vaccin Moderna ou sans doute beaucoup, pour beaucoup d'entre vous avec un vaccin Pfizer-BioNTech, ce sont comment dire, des réplications d'ADN, enfin d'ARN messager, c'est-à-dire l'ARN messager, c'est une photocopie d'ADN. C'est ça, grosso modo. Et c'est vraiment une photocopie d'ADN. Hein. C'est-à-dire que c'est pas de l'ADN, pas de la thérapie génique, comme j'entends dire, c'est pas du tout ça. C'est une photocopie, donc ça a la même valeur qu'une photocopie ou qu'une photographie de la Joconde par rapport à la Joconde. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. La Joconde est une photocopie de la Joconde. Vous voyez la différence. C'est pas du tout la même chose. Mais en revanche, ça marche très bien médicalement. C'est-à-dire que ça envoie le même ordre à vos cellules. Voilà. Et donc, c'est très facile de faire une photocopie. Vous voyez, si le tableau pertinent, c'est plus la Joconde, mais les époux Arnolfini, bah, vous voyez que c'est pas très difficile de jeter les photos de la Joconde et de faire une photo de l'époux Arnolfini. Vous voyez, des époux Arnolfini. Donc, c'est ça, en fait, ce qui est en train de se jouer. Donc, je suis quand même, alors je peux me tromper, bien évidemment, hein, d'autant plus que là, je sors un peu de ma discipline, mais ce que m'expliquent tous les gens autour de moi qui connaissent pour le coup très bien ces sujets, c'est qu'ils n'ont pas une très très grosse inquiétude parce que même dans un scénario où on aurait un variant pas possible, ben, on peut quand même refaire. Alors, ce serait très emmerdant, il faudrait vacciner tout le monde. Hein. Donc ça, je vous cache pas que ce serait pas marrant, mais c'est le scénario le pire. Hein, c'est vraiment là, je suis dans le scénario le pire. C'est quand même quelque chose qui serait à notre portée. Donc je crois que maintenant, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il faut être très précautionneux parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait de variants. Donc, même si on a tous envie de faire des bêtises, même si on a tous envie de faire des soirées entre amis sans masque, bah, il faut quand même tenir encore un tout petit peu. Voilà, il faut qu'on essaie d'être raisonnable. Il faut se faire vacciner, ça, bien évidemment, c'est la base. Et puis ensuite, bah, il faut vraiment qu'on pense à l'après en matière notamment économique. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu dis, au fond, on nous avait promis un cataclysme économique. Il y en aura peut-être un, mais le plus probable, c'est qu'il n'y en aura pas. Il y aura des problèmes. Hein. Il y a déjà des problèmes. Il y a un peu de chômage, il y a de la pauvreté, il y a certaines entreprises qui ont été fragilisées, mais je crois qu'il faut quand même aussi se mettre dans un état d'esprit qui est un état d'esprit maintenant de relance. On y va, on repart. C'est aussi ce que je dis au gouvernement. Hein. D'ailleurs, moi, le conseil que je donne, c'est toujours de dire, mais faisons les choses un peu correctement. C'est-à-dire, on vaccine, on lève les restrictions. Donc, un, on vaccine. Deux, on lève les restrictions. Trois, on fait un plan de relance. Dans cet ordre-là. Et on ne fait pas, là, je ne sais pas quoi, des bouts de réforme d'assurance chômage alors qu'on n'a même pas fini de vacciner. Enfin, il faut arrêter de tout mélanger, de tout faire à l'envers. Donc, voilà, on fait les choses de façon rigoureuse. Bah, c'est un peu pareil pour nous. C'est-à-dire que là, on se vaccine, on se protège, etc. Mais dans nos entreprises, on pense déjà à la façon dont on va revenir au bureau, parce qu'on va revenir au bureau là, progressivement à partir du mois de juin, puis à partir du mois de septembre, si tout se passe bien, c'est le moment de la relance, des nouveaux projets. On analyse un peu l'économie, on va en parler. Qu'est-ce qui va changer durablement? Il y a quand même des trucs super intéressants pour vous. Hein. Il y aura peut-être un peu d'inflation, par exemple. Et ça, c'est un truc nouveau. Les taux d'intérêt nominaux négatifs, on voit bien qu'on en sort, qu'on est un peu là dans voilà, dans des zones de taux d'intérêt légèrement positifs. Donc, vous voyez, on se met vraiment, je trouve, dans cette optique-là où on doit repartir et où on a envie de faire plein de choses. Mais juste un tout dernier mot sur le cataclysme économique, parce que ta remarque était très, très intéressante. Là, il y a une étude de Rexecode qui montre que seulement
5% des entreprises qui ont pris un PGE, 5% se déclarent en incapacité de le rembourser. Donc, oui, donc c'est embêtant. Mais enfin, c'est pas un cataclysme, pour reprendre ton terme. C'est un problème qu'il faut traiter. 5% des entreprises, c'est idiot si elles disparaissent, surtout si elles étaient en bonne santé avant la crise. Donc, il faut trouver un moyen de les aider. Mais enfin, voilà, 95% des entreprises nous disent soit on rembourse le PGE, soit on va utiliser tous les différés de paiement possibles. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans une logique où on dit à notre banque, non, désolé, appelez l'État pour vous faire rembourser, parce que nous, ce ne sera pas possible. Tout un tas de raisons d'être raisonnablement optimiste. Donc ça, voilà, plutôt raisonnablement optimiste, raisonnablement confiant, c'est ça. Si on va sur des sujets un peu plus opérationnels qui vont intéresser directement Thésaurus et ses clients, tu l'as évoqué tout à l'heure, un choc quand même important, une déviation que tu évoquais tout à l'heure aussi forte. Cette déviation, ça va donner quoi sur des éléments, on va dire, structurants qui doivent faire réfléchir les épargnants, les investisseurs, typiquement l'inflation. Alors l'inflation, ça fait longtemps que les conseillers en gestion de patrimoine en parlent peu ou voire pas du tout parce qu'il n'y en avait pas. Mais on sait que l'inflation, c'est une problématique particulière pour l'épargnant puisque c'est un élément qui rend moins rentable potentiellement certains investissements. L'inflation, les taux d'intérêt également, notamment pour l'immobilier, on sait combien l'effet de levier bancaire est important. Qu'est-ce que ça peut donner pour toi en termes d'inflation et de taux d'intérêt, même si ça commence un peu à y répondre, et quelles conséquences ça a pour l'épargnant? Alors, je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'on va sans doute avoir un peu d'inflation. Il y a vraiment deux camps aujourd'hui. Il y a ceux qui disent, au fond, que l'inflation, ça fait 15 ans qu'on craint le retour de l'inflation et que finalement, ce qu'on a connu, c'est plutôt de la déflation et que donc l'inflation a disparu et que même avec les politiques monétaires expansionnistes des banques centrales, qui le sont expansionnistes, non pas depuis le début de la crise Covid, mais depuis en fait la crise de 2008. Ils sont toujours restés expansionnistes depuis 2008 avec des taux d'intérêt qui ont baissé considérablement depuis 2008 et même avant en fait. Bon. Donc voilà, vous avez toute cette partie des économistes qui considèrent qu'il n'y a a priori pas plus de sujets d'inflation aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 ans. Et puis vous avez ceux dont je fais partie qui considèrent que c'est un sujet qui quand même mériterait d'être regardé de près. Déjà, alors l'inflation, c'est quand globalement au niveau macroéconomique, la demande augmente plus vite que l'offre. Voilà, c'est ça, l'inflation, ça vient de là. Quand la demande, ce qu'on appelle la demande agrégée, augmente plus vite que l'offre, ça fait monter les prix. Est-ce qu'on est dans cette situation aujourd'hui? Il me semble que oui. Je reviens à tes terrasses de restaurant. On voit bien qu'il y a une demande qui est relativement forte. On voit bien qu'il y a une épargne importante qui va baisser. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans un certain nombre d'autres pays, même si le dispositif de protection de l'économie n'ont pas été aussi massifs, je ne sais pas, en Angleterre qu'en France. Mais bon, il y a quand même eu des mécanismes de protection. Donc, il y a quand même un petit peu d'épargne et une envie de consommer, en tout cas. Même aux États-Unis, où il y a moins de protection, quasiment pas de protection, il y a cette envie de consommer. Donc, il y a de la demande, clairement. Du côté de l'offre, il y a quand même pas mal de goulot d'étranglement. Alors, regardez les prix de matières premières, regardez, je sais pas, le cuivre, l'aluminium, le fer, le zinc, tout ça. Les prix sont assez élevés. Alors, pourquoi ils sont élevés? Parce que la crise, elle a considérablement accéléré la transition numérique. Ce qu'on est en train de faire, ça consomme de l'infrastructure numérique. Alors, ça consomme du software, mais aussi du hardware. Vous avez des gens qui, parce qu'ils passent leur journée sur Zoom, vous en avez beaucoup qui ont renouvelé leur smartphone, qui ont acheté un iPad, etc. Et en plus, cette crise, et c'est très bien, elle a consolidé la transition énergétique. Alors, dans un iPhone et dans un panneau solaire, il y a à peu près la même chose. Il y a justement tout ce dont je viens de vous parler. Il y a du cuivre, du silicium, du zinc, etc. Il y a tout ça. Donc ça, les prix, ils augmentent. Et en plus, il y a des difficultés. Ça va tellement vite qu'on a aussi du mal, non seulement à s'approvisionner en matières premières, mais en plus à faire ce qu'on appelle les biens intermédiaires. Ce qu'il y a dans vos smartphones, dans vos panneaux solaires, donc des semi-conducteurs. Donc là aussi, il y a un goulot d'étranglement. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais bon, ça va pas durer parce que c'est un secteur qui est en transition. Là, donc on fait la transition numérique, la transition énergétique, elle s'est accélérée, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Bon, ok. Alors maintenant, je vais vous parler d'un secteur qui va pas bien. Je prenais le petit déjeuner ce matin avec Sébastien Bazin.
patron d'Accor qui me disait, accrochez-vous, ça je vous le dis entre nous, mais j'ai perdu 25% de mes effectifs. 25% de mes effectifs. Voilà. Les gens qui font le ménage dans les hôtels, qui servent dans les restaurants, 25% ils sont partis. Parce qu'ils ont fait un peu d'introspection pendant la crise et ils se sont dit que c'était difficile, il fallait se lever tôt, se coucher tard, c'était pas bien payé, etc. 25% ils sont partis. Il faut recruter 10 000. Mais il me dit, c'est impossible que j'en trouve autant. Voilà, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les salaires vont monter. Vous voyez? Donc, il y a quand même ces goulots d'étranglement. Enfin, le terme n'est pas très beau, l'expression n'est pas très belle, mais c'est l'expression qui est consacrée. Et puis, si on se projette un peu à moyen terme, et ça, c'est les arguments d'un économiste qui s'appelle Charles Goodhart, qui a un peu théorisé ce retour de l'inflation, et je suis assez séduit au fond par ce qu'il dit. Il dit deux choses. Premièrement, le gros facteur désinflationniste de ces 15-20 dernières années, c'était l'arrivée dans l'économie de marché de la Chine. C'est essentiellement ça. Donc, vous avez des centaines de millions de Chinois qui sont arrivés dans la population active et ça a fait baisser les salaires industriels au niveau mondial. Hein. C'est de là que vient un peu d'ailleurs le malaise des classes moyennes et puis les populismes, etc. Hein. Voilà. Ça a fait baisser le salaire des ouvriers notamment. Bon. Mais ça, c'est terminé. La population active aujourd'hui en Chine, personne ne le sait, mais elle baisse. Hein. Le problème de financement des retraites de la France, la Chine elle-même, c'est exactement la même chose. La population active chinoise, elle baisse. Alors, vous pouvez toujours dire, oui, mais la population active indienne ou d'Afrique subsaharienne, elle augmente. Oui, mais l'Afrique subsaharienne et l'Inde ne sont pas encore du tout au niveau d'industrialisation de la Chine. Alors, ça va peut-être arriver, peut-être, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, premier facteur qui a disparu. Deuxième chose, Goodhart nous dit, en fait, aujourd'hui, il y a des politiques monétaires expansionnistes parce qu'il faut financer les déficits budgétaires. C'est ce qu'on appelle la dominance fiscale. Hein. Comme il y a des déficits budgétaires importants en raison de la crise et qu'on ne va pas laisser les États faire faillite, on crée de la monnaie schématiquement pour financer les déficits budgétaires. Mais ce que dit Goodhart, et j'achète assez ça, c'est que ça va durer en fait. Alors pas la crise Covid, mais les déficits budgétaires, ça va durer parce que les gens maintenant pensent que comme on a mobilisé, en France, la crise, ça aura coûté 450 milliards. Hein, d'accord. Donc, les gens, ils ont le sentiment qu'on peut mobiliser de l'argent maintenant et que si on veut, on trouve de l'argent. La demande de dépenses publiques, elle va être beaucoup plus forte qu'avant. Et donc, les gens, et vous le voyez déjà, il y a des problèmes de sécurité. Bon, allez, on va recruter les policiers. Bon, la justice, ça ne va pas. Oui, c'est vrai que la justice, ça ne va pas. C'est vrai que ça va. Donc, on va recruter les magistrats, on va augmenter les salaires des magistrats. Les profs, oui, les profs, ils ne sont pas bien payés dans notre pays. Donc, on va augmenter les salaires des profs. Aucun ministre peut dire aujourd'hui, non, moi, les profs, désolé, je ne les augmente pas. Hein. Ou les policiers, je n'augmente pas le nombre de policiers. Ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, les facteurs de dépenses publiques vont rester extrêmement importants ces prochaines années. Et si vous suivez la théorie de la dominance fiscale, ça veut dire que le financement monétaire du déficit budgétaire, il va rester important. Et donc, oui, je pense qu'on va avoir un petit peu d'inflation. On commence à le voir un tout petit peu. Alors, on parlera plus tard de l'inflation sur les prix de l'immobilier. Là, on l'a déjà depuis longtemps. Hein. Mais quand je parle de retour de l'inflation, c'est plus de l'inflation classique sur les prix des biens et services. Un petit mot sur les taux d'intérêt, Olivier. Les taux d'intérêt nominaux remontent un peu, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous prenez l'OAT 10 ans, je ne sais plus à combien il était hier, 0,20, quelque chose comme ça. Donc, ça a un petit peu remonté. Ça reste très bas. Mais le taux d'intérêt réel, lui, il reste bas. Et en fait, les banques centrales, elles vont essayer de faire en sorte que les taux d'intérêt réels restent bas. Donc, aujourd'hui, on y est. Enfin, je veux dire, si vous avez 2-3% d'inflation et un taux d'intérêt 10 ans à 0,5, le taux d'intérêt réel, il est bas. Donc, je pense qu'on va avoir des taux nominaux qui vont un peu monter, mais des taux nominaux moins l'inflation qui vont rester, je pense, en territoire négatif. Ce qui est l'élément le plus important. Alors, si on centre, Nicolas, sur le sujet qui nous intéresse ce soir, particulièrement l'immobilier, on se pose souvent la question, et je pense que nos auditeurs ce soir se la posent, est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais moi, j'entends beaucoup au détour des conversations que j'ai avec nos partenaires CGP et leurs clients que l'immobilier est déjà haut en termes de prix et que ce n'est pas forcément le bon moment d'investir.
Justement, quelle est ton analyse? Parce que tu nous as dit qu'il y avait plus d'épargne sur le marché aujourd'hui. Il me semble que les actifs immobiliers, ils sont pas infinis dans leur développement. Au contraire, il y a aujourd'hui moins de permis de construire qui sont accordés pour différentes raisons. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on peut estimer que, d'une part, les prix vont continuer à augmenter? Après, peut-être pas surtout. Et quels sont peut-être les pans de l'immobilier qui vont tirer leur épingle du jeu? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier, moins que toi d'ailleurs, mais mon idée quand même, c'est que bon, la demande, comme je l'ai dit, elle ne s'effondre pas. Alors évidemment, il pourrait toujours avoir une explosion du chômage, une explosion des faillites, etc. Mais pour l'instant, on ne voit pas ça. Bon. Donc la demande, elle reste forte. Et puis, il y a des facteurs structurels que vous connaissez par cœur, hein, la décohabitation, donc le fait qu'il y ait des divorces, des séparations. Il y en a beaucoup d'ailleurs avec la crise. Hein. Énormément. La crise a généré, pas qu'en France d'ailleurs, hein, mais beaucoup de décohabitation. La décohabitation, hein, c'est le terme sociologique hein, pour dire qu'on ne se supporte plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, chacun part dans son logement. Donc ça, il y en a plein en ce moment. Donc ça, évidemment, ça c'est un facteur, par exemple, hein, qui augmente la demande d'immobilier. Quant à l'offre, et c'est un immense problème, c'est l'un des principaux problèmes économiques et sociaux aujourd'hui en France, l'offre, elle reste très basse. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, nous ici chez Asterès, on a fait des calculs d'élasticité. Quand la demande de logement en France augmente de 1%, l'offre de logement sur le long terme, elle augmente de 0,3%. C'est sûr que les prix ils augmentent tout le temps hein, et que pour les primo-accédants, c'était dur hier, c'est plus dur aujourd'hui, ce sera encore plus dur demain. Hein. Moi, je dis souvent, je vois des gens qui viennent me voir et me disent voilà, pour nos enfants, on s'inquiète, la dette publique, etc. Mais je leur dis inquiétez-vous du fait qu'ils ne pourront pas se loger, puisque c'est encore plus concret que la dette publique. Les prix sont déjà super élevés, ils vont être encore plus élevés. Bon. J'ai encore recruté un salarié là chez Asterès hier. Ce sont quand même, j'espère, de bons salaires. Il loge dans 12 mètres carrés à Paris. Quoi. Enfin, on atteint c'est bien absolument délirant cette affaire. Quoi. Donc, et ça, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et tu as raison de dire en plus qu'il y a même des maires. Alors, je ne vais pas faire de polémique, mais enfin, le maire de Rennes, maire de Lyon, maire de Grenoble, qui nous disent « Ouh là là, le logement, ça fait de l'artificialisation des sols, donc on va construire encore moins. » Pas comment c'est possible, mais ça veut dire qu'ils ne vont plus construire, en fait. Voilà. Alors même, en plus, que ce sont des zones qui sont dynamiques économiquement. Hein. Rennes, Lyon peut-être un peu moins, mais Rennes ou Grenoble, ce sont des zones dans lesquelles on crée des emplois, il y a de la demande, etc. Okay, avec des maires comme ça ne peut pas durer très longtemps, mais bon, en tout cas, ils ne veulent pas construire de logements, donc on accroît en fait ce hiatus entre l'offre et la demande, avec des taux d'intérêt en effet qui restent bas, des banques qui malgré tout, même si elles resserrent un peu les conditions d'octroi de crédit, mais enfin elles ont quand même besoin aussi de vendre du crédit immobilier. Hein, pas... Bon, donc voilà, donc je pense en effet que dans les zones tendues, ça va être très tendu. Alors après, ce qu'il faut regarder, si on veut avoir une vision très approfondie du sujet, mais tu le suggérais là encore dans ta question, c'est les déplacements géographiques de la demande. Très clairement, on voit, mais ça reste à confirmer, mais on voit que dans les périphéries de métropole, ça augmente. On voit que ça baisse un peu dans les centres métropoles, enfin que ça baisse, que ça ralentit un peu dans les centres métropoles, mais que ça augmente dans les périphéries de métropole. Et moi, je pense, mais là aussi je peux me tromper, hein, je parle sous votre contrôle, mais je pense que c'est plutôt durable. On le voit un tout petit peu, je pense que c'est plutôt durable, parce que là encore, alors, je reviens à ce que je faisais tout à l'heure, c'est l'exercice qu'on doit faire. Qu'est-ce que la crise a fait bouger transitoirement? Ou qu'est-ce qu'elle a fait bouger durablement? Ben, moi, je pense que l'appétence pour la maison individuelle, c'est quelque chose qui a bougé durablement. Les changements de mobilité, alors là, je parle des métropoles, hein, je ne parle pas des campagnes, mais dans les métropoles, le vélo, c'est un phénomène majeur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que la France entière va se déplacer à vélo. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de vous dire que dans les grandes villes, de fait, on peut le regretter ou pas, mais on est en train de sortir la voiture. Ça devient ce qu'on appelle des ZFE,
Hein. En France, on aime bien le langage administratif. Donc, toutes les grandes villes sont en train de devenir des ZFE, des zones à faible émission. Zone à faible émission, ça veut dire grosso modo qu'en 2025, 2030, 2035, il n'y a quasiment plus de voitures. Zone à faible émission. C'est-à-dire que vous vous déplacez en transport en commun ou à vélo. Donc, il y a quand même des changements qui sont, je pense, durables et qu'il faut prendre en compte. Donc, sur l'immobilier, j'aurais tendance à dire, voilà, je vous ai donné les grands fondamentaux économiques du marché. Après, il faut regarder les choses très attentivement et faire des paris. Moi, par exemple, je crois aux villes moyennes. Pas tout de suite, mais je pense à l'horizon de 5 à 10 ans, je pense que les villes moyennes en France vont se développer parce qu'il y a justement cette envie d'aller dans des endroits un peu différents, d'aller un peu plus près des bords de mer ou de la montagne, surtout des bords de mer. Et donc, des villes moyennes très bien connectées à des métropoles. Voilà, je pense alors même que les prix de l'immobilier, ils restent très bas. Je regardais hier, j'étais à Rouen. Les prix de l'immobilier à Rouen, à Rouen, c'est intéressant parce que c'est une ville qui est très belle, c'est très sympa, c'est près de la mer, c'est près de la campagne et c'est près de Paris. Super. Bon, les prix de l'immobilier, c'est quand même faible, très faible par rapport à la région parisienne. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il y a des trucs très intéressants qui sont en train de se jouer. Je prenais un exemple encore plus extrême, une ville comme Le Havre. Très belle ville, magnifique, magnifique rénovation urbaine, environnement naturel sublime. On est à une grosse heure et demie de l'ouest parisien, mais il n'y a pas d'activité économique, même si le maire du Havre dit qu'il y a d'activité économique, mais ce n'est pas vrai. Et il y en a très peu. Donc, les prix de l'immobilier sont bas. Vous voyez? Donc là, je trouve qu'il y a des trucs vraiment intéressants à regarder. Moi, je rejoins Nicolas sur le constat. On croit très peu chez Consulteam à une baisse des prix, encore moins un effondrement, bien évidemment. Et on croit à des prix qui vont continuer à augmenter pour les raisons qu'a évoquées Nicolas et pour l'aspect forte demande à la fois de logements en résidence principale, mais en investissement également. Parce que le tableau que nous a adressé Nicolas, il est très favorable pour l'immobilier, notamment en termes d'inflation. L'immobilier, c'est quelque chose qui protège très, très bien contre l'inflation, puisque les revenus qui sont issus de l'immobilier, à savoir les loyers que vous percevez, eh bien, ils sont indexés sur cette inflation. Et ce n'est pas le cas de certains autres produits sur le marché d'épargne. Et puis, les taux d'intérêt, ils vont rester structurellement plutôt abordables. Et on sait que l'immobilier, on l'achète beaucoup par crédit. Donc, on est dans un environnement qui, selon nous, je rejoins Nicolas sur le sujet, reste particulièrement favorable pour l'immobilier. Une fois qu'on a dit ça, et c'était aussi l'objet de cette réunion ce soir, c'était de raisonner sur quel secteur peut-on investir. Et Nicolas connaît très bien le sujet parce qu'il le partage régulièrement avec nous, mais nous, on a de grosses convictions ça fait longtemps qu'on les a d'ailleurs, mais pour l'avenir également, sur l'immobilier à destination des seniors. Tout simplement parce que c'est un marché locatif qui est assis assez peu finalement désolé Nicolas, sur des données économiques, mais beaucoup sur des données démographiques. Et l'avantage des données démographiques, c'est que le démographe, il se trompe normalement beaucoup moins que l'économiste. C'est des choses qui sont beaucoup plus facilement prévisibles. Et on voulait vous rappeler en quelques secondes les enjeux démographiques liés au vieillissement de la population. On est, vous le savez, sur l'arrivée des baby boomers à l'âge de 75 ans aujourd'hui, puisque 1946, qui est l'âge du début du baby boom, plus 75 ans, c'est 2021, c'est aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans le cœur du vieillissement de la population aujourd'hui, avec une multiplication par 2 à horizon 30 ans des personnes de plus de 75 ans dans notre pays. Et ça, comme Nicolas le sait, nous l'a déjà dit lors de précédentes interventions, on est finalement très peu ou assez peu préparé à l'évolution de ces besoins de l'hébergement des seniors. Et ça, on en manque déjà aujourd'hui d'hébergement pour les seniors et on en manquera d'autant plus demain, eu égard à cette explosion, je dirais, du nombre de seniors. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les seniors n'ont pas nécessairement besoin d'un habitat adapté, mais certains seniors ont absolument besoin, pour le coup, d'un habitat adapté. En fait, il y a 3 types de seniors, entre guillemets, sur la courbe démographique. Vous avez les seniors qui, on peut résumer, viennent de prendre
leur retraite, donc les seniors entre 60 et 75 ans, je dirais, qui restent des seniors actifs et qui n'ont pas nécessairement besoin d'un logement adapté, qui peuvent rester chez eux sans aucun souci. Il y a un âge charnière, en fait, qui est 75 ans, et ça me fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 1946, le début du baby-boom, plus 75 ans égale 2021, soit aujourd'hui. 75 ans, c'est l'âge à partir duquel, en fait, une bonne partie des seniors vont soit commencer à éprouver des difficultés dans leur quotidien, soit vont commencer à prendre conscience qu'ils vont éprouver des difficultés. Donc ça, c'est la population 75-85 ans. Et c'est des gens qui vont potentiellement, pour certains, rechercher un logement adapté et à se rapprocher des centres-villes. Et ça, pour le coup, la résidence senior, que vous connaissez peut-être, est un support qui peut être intéressant. Et puis ensuite, il y a une troisième catégorie de seniors, c'est les plus de 85 ans, qui, pour certains d'entre eux, vont connaître la dépendance, qui est un sujet qui n'est pas très drôle, mais qui doit être traité également en termes d'habitat. Et là, on est sur la résidence médicalisée. Donc, très clairement, les seniors aujourd'hui, pour certains d'entre eux, pour une bonne partie d'entre eux, ils ont déjà besoin de logements qui sont adaptés. La résidence senior, la résidence médicalisée, qui sont deux sujets différents, qui sont des supports d'investissement potentiels pour les épargnants, les investisseurs que vous êtes. Et ça, c'est intéressant parce que vous êtes sur de l'immobilier. On a vu que l'immobilier aujourd'hui répondait à des thématiques par rapport à la macroéconomie que vous avez évoquée, Nicolas, répondait favorablement à notre environnement. Et en plus, on est assis sur un marché locatif qui est durablement carencé et sur lequel on a une forte visibilité puisqu'on est assis sur des éléments démographiques qu'encore une fois, on maîtrise parfaitement. Et pour terminer, avant de laisser réagir Nicolas sur le sujet et peut-être passer aux questions de nos auditeurs, juste pour faire un zoom sur la résidence senior, c'est un support d'investissement qui, pour nous, a des qualités qui sont extrêmement importantes puisque c'est vraiment un support d'investissement qui répond à des besoins réels. Aujourd'hui, la femme veuve de 75-80 ans qui vit dans sa maison éloignée du centre-ville, bah oui, elle a besoin de se rapprocher des centres-villes, elle a besoin de participer à des activités collectives, elle a besoin de se rapprocher des commodités, elle a besoin de sécurité, etc. Et là, la réponse de la résidence senior est parfaitement adaptée. Par ailleurs, la résidence senior, bah, c'est un actif immobilier par nature de qualité, puisqu'il est situé quasiment exclusivement, en tout cas c'est le conseil que je donne, il doit être situé en hyper-centre-ville de plutôt grandes villes françaises. Donc détenir un actif immobilier qui est un T1, un T2 ou un T3, quand bien même il soit loué à un senior, mais dans un centre-ville d'une grande ville, je ne pense pas qu'on prenne des risques inconsidérés pour son épargne sur le long terme. Et puis, pour terminer, c'est un actif qui est par nature rentable, puisque il y a des besoins qui sont importants. Donc, il y a plutôt des loyers qui sont aussi forts et en évolution très positive. C'est un actif qui est rentable, donc qui répond, qui coche vraiment, en tout cas, à notre avis, pas mal de cases aujourd'hui d'un investissement qui soit à la fois socialement utile, sécurisé pour l'investisseur et également rentable. Un petit mot, Nicolas, sur cette thématique de l'immobilier des seniors. Ouais. Je partage tout ce que tu as dit. Je pense que dans les traumatismes qui vont rester de cette crise, il y aura la question de la façon dont on a traité les personnes âgées, les personnes dépendantes. Il y aura quelques traumatismes forts qui vont rester. Il y aura les masques, par exemple, il y a des choses comme ça. Les masques, des organisations du début de la campagne vaccinale, même si les choses vont bien aujourd'hui. Et il y aura aussi ça. Donc, je crois beaucoup à l'évolution, à la modernisation des résidences seniors. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de très intéressant, très important, qui va se jouer à ce niveau-là. On sait bien que beaucoup de gens âgés ne peuvent pas ou ne veulent pas rester chez eux. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des structures collectives pour accueillir les personnes âgées. Et en même temps, on voit bien aussi qu'on a touché aux limites, même plus que ça, de certaines formes d'hébergement. Tout à fait. Peut-être peut-on passer à quelques remarques ou quelques questions pour illustrer le plaisir. J'ai quelques questions qui vont bien avec ce que vous venez de présenter. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la différence entre une résidence senior et une résidence médicalisée?
Alors, je me permets de prendre la parole parce que je pratique le sujet au quotidien. La résidence senior, c'est totalement différent de la résidence médicalisée puisque on accueille dans une résidence senior un senior qui peut encore s'assumer tout à fait au quotidien. Simplement qui est un senior qui a entre 75 et 85 ans, qui est plutôt une femme, parce que les femmes vivent plus tard que les hommes, encore aujourd'hui, et qui a besoin à la fois d'avoir un logement un tout petit peu plus adapté à sa situation, à la fois en termes d'aménagement, en termes de proximité également des services et des commodités, et un senior qui a besoin d'avoir la convivialité de partager au quotidien. Mais c'est un senior qui fait le choix de quitter sa résidence principale, souvent une maison éloignée du centre-ville, pour aller en résidence senior. La résidence médicalisée, c'est une location qui est plus contrainte, puisque là, c'est un placement, malheureusement, par la famille ou le médecin. C'est un placement de la personne âgée dans une résidence médicalisée parce que la personne âgée, par nature, elle ne peut plus s'assumer elle-même au quotidien. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il y a le maintien à domicile, mais avec une aide potentiellement même 24 heures sur 24, ou il y a le placement en résidence médicalisée. La résidence médicalisée, c'est un actif immobilier qui est beaucoup plus particulier. J'investis dans une chambre, pas dans un appartement, et j'investis dans quelque chose qui ressemble plus à une clinique qu'à un actif immobilier traditionnel. La résidence senior, pour le coup, j'achète un appartement complètement traditionnel dans un ensemble immobilier dans lequel, certes, on va offrir des services, mais qui est très proche de ce qu'on peut connaître sur l'immobilier résidentiel classique. J'ai une autre question qui est vraiment donc là pour les investisseurs. Quels sont les critères importants à retenir pour bien choisir une résidence senior dans laquelle on souhaiterait investir? Pour moi, il y a deux critères importants. C'est bien évidemment réfléchir à qui on va s'adresser. On va s'adresser à des gens qui, encore une fois, ont des besoins qu'on évoquait tout à l'heure. Et il faut répondre à ces besoins-là pour que ça fonctionne. Donc, pour répondre à ces besoins, il faut être en centre-ville. Ça, c'est la première des choses. Donc, investir en résidence senior en dehors des centres-villes, ça me paraît quand même relativement farfelu, à la fois en termes de remplissage de la résidence et également en termes de valorisation de l'investissement à terme. Donc, l'emplacement centre-ville est un élément important. Pas dans n'importe quel centre-ville. Il faut des bassins de population qui soient bien évidemment suffisants pour remplir ces résidences seniors. Une résidence senior dans une ville de 2000 habitants, c'est relativement farfelu également. Et troisième élément, il faut privilégier les modèles sur lesquels il y a des services qui soient offerts, puisque la personne senior, elle ne vient pas que pour une prestation d'hébergement seule, elle vient également pour accéder à des services. Donc, une bonne résidence senior, pour moi, c'est une résidence senior qui est en centre-ville, plutôt dans une grande ville, qui est acheté à un bon prix, bien évidemment, ça c'est un élément important parce que j'achète de l'immobilier, et dans laquelle on va offrir différents services. Merci beaucoup. On a dépassé le temps imparti, donc on répondra aux différentes questions ultérieurement. Un grand merci Nicolas et Olivier pour cette remarquable présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de compléments d'informations sur ces différentes analyses et sur ces différents investissements. Nous nous tenons à votre disposition. Je vous remercie à tous de votre présence. Je souhaite à tous une très bonne soirée et à très vite pour une nouvelle visioconférence. Merci à tous. Très bonne soirée à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci.